va commencer. Il y a des gens qui arrivent. Fermez les portes du donjon. Bien. On commence? C'est bon? Tout le monde est prêt? Vous êtes prêts? Eh bien, bonjour à toutes et bienvenue à cette première table ronde de l'après-midi sur les lieux, les données et les communs. Je commencerai par une introduction générale avant de présenter bien évidemment les intervenants et de lancer la table ronde. Dans la presse ou dans les salons professionnels, la question des données est généralement abordée à quelques exceptions près. Je pense à l'excellent internetactu.net que vous connaissez sûrement. Donc, ces questions de données sont généralement abordées sous un versant sensationnaliste ou prophétique, sous l'angle des big data. Elles sont pensées comme un gisement, comme un trésor à notre disposition qui suffirait d'extraire des sables de notre société, d'où la multiplication d'outils ces derniers temps qui promettent une interprétation assistée, voire automatisée des données. Nous aborderons cette question sous un autre angle aujourd'hui, celui de la matérialité, de l'histoire, des lieux, de l'anthropologie, de l'économie, du droit. J'ai oublié personne? Alors, comment ces données, et plus largement les dossiers patients, les documents administratifs sont fabriqués? Qui les produit? Ce processus a-t-il une histoire plus longue, antique? Comment circulent nos traces d'activité, que ce soit en remplissant un formulaire, en écrivant un mail, en publiant un statut Facebook? Pourquoi avons-nous confiance en ces infrastructures scripturales qui gèrent nos traces d'activité alors que nous ne savons rien ou presque rien d'elles? Quels pouvoirs, quels ordres ou quels intérêts servent-elles? Bref, que pouvons-nous savoir des coulisses du travail humain et comment imaginer des lieux alternatifs? Ce sera la question qui sera également posée. Des lieux marginaux qui ne soient pas systématiquement captés ou recaptés par le centre institutionnel ou par des logiques plus capitalistes, virtuoses dans l'art de la mutation et de l'adaptation, comme le dieu Proté. Vous l'aurez compris, on ne va pas disrupter aujourd'hui, on a beaucoup disrupté ce matin. On ne va pas renverser non plus les musées et les bibliothèques d'un coup de données et on ne va pas se demander comment les hôpitaux, grâce à une meilleure lecture comportementale de leurs usagers, peuvent améliorer leurs services. On se demandera plutôt comment tout ce qui est déjà là, sous nos yeux, fonctionne, comment le rendre visible alors qu'il nous est parfois invisibilisé, comment notre monde tient, quitte ensuite à s'interroger sur des dysfonctionnements éventuels et des bonnes pratiques à mettre en place. Alors, pour aborder ces questions difficiles, vastes, qu'on ne va pas seulement cantonner à la question des données, j'ai le très grand plaisir, est-ce que je parle bien dans le micro? Ça va, vous m'entendez? Ok, ça va. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui des collègues nantais et parisiens à ma gauche. Marion Covy est aujourd'hui à TER à l'Université de Nantes dans le département communication après un post-doctorat en sociologie à Télécom Paris Tech. Elle est spécialisée dans l'ethnographie des dispositifs muséaux et plus largement techno-informatiques. On lui doit notamment une très belle thèse que je vous invite à lire. Elle est disponible en ligne, ta thèse? Pas encore, ouais. Ouais, j'étais tombé sur la présentation. Ouais. Donc les présentations très prometteuses d'une très belle thèse. Sur les coulisses d'une exposition sur les jeux vidéo, on lui doit également des réflexions importantes sur l'impensé des artefacts numériques destinés aux femmes, comme les applications de suivi des menstruations. Marion Covy est également membre d'un hackerspace féministe à Paris et cofondatrice de l'atelier Queer Games. Enfin, elle dirige l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Jérôme Denis, à ma gauche, est professeur de sociologie aux Mines de Paris, c'est ça, depuis 2016. Il est spécialisé dans l'ethnographie du travail et plus particulièrement les pratiques d'écriture, les infrastructures scripturales qu'il obsède, m'a-t-il dit, depuis un certain temps. Il est également cofondateur du blog Scriptopolis, qui va bientôt fêter ses 10 années. Jérôme est enfin l'auteur d'un livre important, sorti récemment, Le travail invisible des données, dont vous avez peut-être entendu parler, et sur lequel on va s'appuyer pour débuter la table ronde. Lionel Morel, tout à ma gauche, est juriste et bibliothécaire, ex-conservateur à la BNF, et conservateur aujourd'hui chargé de la valorisation de l'information scientifique et technique à l'université Paris-Lumière. Il est également l'auteur d'un blog de référence que vous devez tous connaître, Silex,
sur le droit, la propriété intellectuelle, les communs et la culture numérique, un blog qui fêtera ses 10 années, tu m'avais dit quand déjà? En février prochain? En février prochain, pour lequel un bar va être privatisé. Enfin, Lionel est cofondateur avec Sylvain Mercier du collectif Savoir Commun et membre de la Quadrature du Net. Raphaël Suire, tout à ma droite, est professeur d'économie à l'IAE de Nantes. Il est responsable du Master 2 Management de l'innovation et spécialisé dans l'écosystème des tiers-lieux, des clusters et des réseaux plus ou moins alternatifs. J'en profite pour mentionner son séminaire Réligne, lancé l'année dernière, qui porte sur l'analyse spatiale et socio-technique de la numérisation de nos quotidiens. Alors, je vous propose de commencer cette table ronde par une question à laquelle il est difficile, voire inutile de répondre, et qui en suscite, à mon avis, d'autres beaucoup plus intéressantes. Jérôme Denis, qu'est-ce qu'une donnée? On commence par qu'est-ce qu'une donnée? Bon, c'est bien, c'est la fin de toute une réflexion compliquée. Alors, qu'est-ce qu'une donnée? En fait, le truc le plus simple, je suis donc au CSI à l'École des Mines, où il y a un chercheur qui a travaillé pendant 30 ans, qui s'appelle Bruno Latour, qui avait beaucoup réfléchi et étudié les données se fabriquant dans les laboratoires de recherche. Il a notamment un article très connu où il montre comment, à partir du sol, on fabrique des données de géologie. Et à la fin de en tout cas, une des conclusions de cet article, c'était de dire les données sont toujours des obtenus, on devrait parler d'obtenus et non pas de données. Donc une première réponse à qu'est-ce que c'est qu'une donnée, c'est toujours un truc qu'on fabrique c'est tout sauf quelque chose qui se ramasse par terre sans transformation et sans processus de production. C'est parfois compliqué de l'obtenir, c'est vrai en sciences, mais c'est vrai dans les administrations, c'est vrai dans les entreprises. C'est une première manière d'insister sur le fait que ce que tu mentionnais, c'est-à-dire que les données se travaillent et de casser aussi un peu le discours qui soit d'ailleurs prophétique, optimiste ou pessimiste, qui consiste à penser qu'on est tous entourés de données qui seraient là, qui suffiraient de traiter, de libérer, d'ouvrir, etc. Et puis après, il y a une deuxième manière de répondre à la question qui est en même temps, pour certains, il faut bien que ce soit des données. Il faut bien que ce soit des trucs sur lesquels on s'appuie et qu'on manipule et qu'on traite. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'open data, par exemple, où ce qu'on demande, c'est à des collectivités, notamment, de faire circuler des données qui pourraient servir virtuellement à tout le monde. Et en fait, c'est peut-être là qu'on peut essayer de comprendre ce que c'est qu'une donnée, c'est-à-dire que c'est chaque fois différent et c'est chaque fois une négociation, une transaction entre ceux qui l'ont produite et ceux qui veulent s'en servir. Ceux qui veulent s'en servir disant non mais moi il ne me faut pas ça. Donc alors l'exemple type dans les grands débats sur l'open data, c'est le PDF, où les gens disent bah non, me donnez pas un PDF à la sortie des débats de l'Assemblée nationale par exemple, parce que c'est pas une donnée. Et les gens de l'Assemblée nationale qui disent oui mais moi je fabrique des PDF moi, et si vous voulez que je vous fabrique des données, un tableur et un machin, ça va coûter cher, ou il va falloir des gens pour le faire, il va falloir des techniques, etc. Et cette négociation-là, typique et c'est tous les cas c'est pas une donnée par exemple, le data shaming est super intéressant dans plein de domaines, où des gens disent on veut des données, souvent on veut des données brutes, mais en fait ce que vous nous montrez là, c'est des données qui sont pas propres, qui sont pas des vraies données. Donc là, moi, la position que j'inviterais à adopter, c'est d'être complètement agnostique justement sur ce qu'est une donnée, et plutôt de se dire, de découvrir à chaque fois quand est-ce que un truc qui s'appelle une donnée pour ces acteurs-là, dans ce domaine-là particulier, se stabilise. Et à quel prix? Mais ça, c'est encore une autre question. Oui, c'est-à-dire que c'est presque une leçon des philosophes du langage, c'est-à-dire qu'il vaut mieux s'intéresser aux occurrences du terme donné chaque fois qu'il s'actualise dans une situation donnée, justement, et voir comment les acteurs s'en emparent et contribuent précisément à sa définition. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc moins s'intéresser à l'être de la donnée qu'à ses occurrences et ses manifestations sociales. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple à partir de tes terrains sur la manière dont une donnée va être fabriquée dans une administration publique, par exemple? Alors, il y en a beaucoup. Alors, pour ça, je vais m'appuyer sur quelqu'un qui anime un autre atelier là, qui s'appelle Samuel Goetta, dont j'avais eu le plaisir de diriger la thèse il y a déjà quelques années maintenant, qui était parti d'un point très intéressant et qui souligne des points même dans le domaine de la recherche. On l'évoquait tout à l'heure dans le train avec Lionel. C'est qu'il y a plein de gens à qui on dit ouvrez vos données ou faites-les circuler, qui ne savent pas qu'ils produisent des données en fait, qui pour eux produisent des informations, produisent des différents types de choses. Donc il y a un premier niveau qui est d'aller regarder qu'est-ce que ça veut dire de considérer que ce sont des données qui vont être traitées, qu'il va falloir libérer des machins qu'on appelle des données et non pas des documents, des trucs qu'on sait, des informations.
Alors l'exemple, un autre exemple qui était une enquête que je mentionne dans l'ouvrage autour des infrastructures cyclables, avec une petite start-up qui participait enfin, qui fabriquait un petit logiciel de calcul d'itinéraire cyclable, qui disait en fait, on travaille avec OpenStreetMap, ce serait peut-être plus simple d'aller voir les collectivités pour leur demander leurs données. Et ils sont venus me voir, je leur ai dit ils n'en ont pas, et puis ils m'ont pas cru, donc mais venez voir, on va aller voir. Et en fait, y compris dans Paris, on a effectivement, on peut suivre, on a des choses qui sont des données fabriquées, qui sont des données liées au budget, notamment du plan vélo, mais dans plein de moments, plein d'endroits dans Paris, on fait une petite bande cyclable à la fin d'une petite session de travaux publics. C'est marqué nulle part, quelqu'un le sait, et ça suffit à ce que Paris fonctionne très bien. Et si on voulait que cela prenne la forme d'une donnée qui soit après réutilisable par, en l'occurrence, le logiciel de calcul d'itinéraire de la start-up en question, il faudrait travailler. Il faudrait que les gens puissent faire ce qui se fait dans les organisations et dans les administrations depuis, on va dire, la fin du 19e siècle, c'est-à-dire produire une information standardisée dans des conditions particulières, avec des équipements particuliers, orientés vers des usages particuliers. Et ça soulève tout un tas de questions sur qui doit le faire, à quel prix, comment, avec quels outils, etc. Donc c'est un exemple, et après des exemples, il y en a absolument partout sur comment est-ce qu'on produit de la donnée administrative. On peut faire l'hypothèse, et beaucoup l'ont déjà faite, que les administrations modernes et les entreprises modernes se sont constituées en tant que modernes et en tant que grosses et complexes autour de l'invention de la donnée. Au tournant du 19e siècle, en gros, avec une standardisation d'abord de l'information, puis de son processus de production. C'est quelque chose qu'on sait assez peu, qu'on connaît moins bien, mais il y avait Taylor d'un côté qui faisait une proposition scientifique de l'organisation du travail, chronométrée, etc. Et puis il y avait Church qui, à peu près en même temps ou juste après, a mécanisé, scientificisé le travail de bureau, le travail intellectuel, notamment avec cette idée que si on le mécanise complètement, on va pouvoir faciliter la circulation de l'information standardisée qu'on n'appelait pas forcément données en tant que telle, mais qui ressemble à ce que certains vont appeler des données un peu plus tard. Et donc on est confronté dans les administrations à des projets, et dans les entreprises évidemment, et dans plein de domaines, à des grands projets de mécanisation, d'automatisation de la circulation des flux de données, et des pratiques qui, en vrai, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire quand on va voir à même les bureaux ou à même les bases de données, nécessitent tout un tas d'opérations d'ajustement, de jugement, de choses qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases de ce qui est prévu. Et le ça dépend, ça dépasse étant évidemment la plus grande des citations possibles pour comprendre ce que c'est que le travail des données. Donc, qui est une citation française, donc qui marche assez mal dans un monde académique international, mais qui est qu'est-ce qu'on fait quand le truc qu'on est censé mettre en données dans une administration, par exemple, ne rentre pas dans les cases. On le repère très vite quand on regarde le travail au jour le jour des données. Ça prend des ajustements, ça prend des savoirs, des expertises, qui sont après, si on les invisibilise, perdus, ou en tout cas qui donnent une valeur un peu différente aux données que ce qu'on pourrait croire. C'est également ce que tu montres dans ton livre, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'invisibilisation des données, enfin, des petites mains qui fabriquent ces données, précisément parce qu'au tournant du 19e et du 20e siècle, il faut pouvoir objectiver le travail et affaisser les risques qui sont liés aux erreurs notamment humaines. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les logiciels de traitement de texte ont été implantés dans les administrations. Le but, c'était précisément d'éviter les erreurs de saisie, des coquilles, etc. Donc, ce que tu montres bien, c'est que le travail de la donnée fait l'objet d'une catégorisation sociale qui permet de ramener sous cette étiquette des tas d'opérations beaucoup plus anciennes. Je pense à l'Antiquité, la manière dont s'est constituée l'écriture via les registres, et au tournant du 19e, 20e siècle, comment c'est considérablement accéléré en fait, ce travail de standardisation de la donnée qui sert des intérêts, des objectifs qui sont... Tu qualifierais comment en fait? Quel type d'objectifs? Pourquoi on a besoin de les standardiser? En effet, pour affaisser les risques qui sont liés aux erreurs, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui sont... Le premier objectif, historiquement, c'est dans cette version moderne, c'est la sécurité. C'est un cas un peu classique qui est les premières lignes de train qui fonctionnaient sur une seule ligne de rail, avec des trains qui étaient censés ne pas se rencontrer les uns les autres ou ne pas se rentrer l'un dans l'autre, le premier et le suivant. Et puis il y a eu un accident
sur une ligne américaine qui a donné lieu à toute une réflexion sur en fait, si le train B est rentré dans le train A, c'est parce qu'il ne savait pas que le train A avait été en panne pendant trop longtemps dans la gare et qu'il avait été arrêté. Et pour qu'il le sache, il faudrait qu'il y ait une circulation de l'information. Pour qu'il y ait une circulation de l'information, il faudrait qu'on dessine des circuits d'information dans l'entreprise. Et pour qu'on dessine des circuits d'information, on va inventer l'organigramme en même temps qu'on va inventer la nécessité de faire circuler les données. Donc l'objectif principal, c'était la sécurité. Et puis très vite, les objectifs se sont transformés, se sont ajoutés en efficacité et en rapidité. Le livre de Delphine Gardet, les livres de Delphine Gardet qu'elle a consacrés à la mécanisation de ces premières données administratives est absolument fascinant parce qu'elle montre, comme celui de Johan Yates, à quel point on a inventé plein d'outils qui permettaient de rendre de plus en plus efficace et de plus en plus rapide la circulation de ces informations-là. Ce que montre aussi Delphine Gardet, c'est que ça s'est joué, on discutera sans doute un peu plus tard dans l'après-midi, ça s'est joué aussi avec une féminisation de l'emploi, parce qu'on a déqualifié complètement l'emploi de la production et de la circulation de cette information-là. Avant, c'était des clercs et c'était un métier très reconnu et très haut placé dans l'entreprise. C'est devenu un métier déqualifié, parce que mécanisé en grande partie. Et ça a ouvert les vannes d'un emploi féminisé et ça s'est joué avec une espèce d'essentialisation de qualité féminine du traitement de l'information et la co-construction de qualité, entre guillemets, évidemment, féminine de la manière de bien prendre soin, de savoir prendre des notes, de savoir faire attention à justement ne pas faire d'erreur de saisie et la manipulation des machines à écrire, des feuilles carbone. Donc on est passé dans de grands objectifs, on va dire, de la sécurité à l'efficacité et à la productivité. Aujourd'hui, c'est là où sans doute il y a un changement. Alors aujourd'hui, on fait l'hypothèse qu'elles sont déjà standardisées. C'est tout le problème, c'est que souvent on fait un peu trop vite l'hypothèse que tout ça est réglé, alors que ça l'est pas généralement. Et l'objectif est plutôt un objectif très lié au big data, d'une espèce de connaissance nouvelle qui pourrait interrompre la nécessité de faire des hypothèses ou de faire de la politique, c'est-à-dire une espèce de savoir direct, sur le réel, qui est une vieille histoire en sciences. C'est ce que montre Bruno Strasser, par exemple. C'est-à-dire que c'est un retour en fait aux sciences dites de terrain et de données très anciennes qui effectivement se pensaient comme des sciences qui n'avaient pas besoin de faire d'hypothèses. Et il y a de ça un peu dans le big data. Donc il y a un peu un des objectifs aujourd'hui, c'est une promesse d'immédiateté en fait, et d'accès au réel immédiat. Alors, Raphaël et Lionel, justement sur cette question, est-ce que vous observez des logiques tayloristes ou fordistes dans les grandes infrastructures contemporaines? Je pense aux plus connues, celle des GAFA. Quelles promesses en fait ces infrastructures proposent, ont des données et de manière beaucoup plus complexe, comment ces données sont interprétées, malgré la promesse qui est faite d'une interprétation qui serait automatisée, qui serait facile, comme vient de le rappeler Jérôme Denis. Peut-être ajouter un objectif que tu ne mentionnes pas explicitement, qui est derrière celui de l'utilité, c'est tout le XXe siècle quand même, les organisations qui vont manipuler de la donnée sont dominées par une recherche de performance. C'est-à-dire que le discours du marché et l'univers très capitalistique en fait, qui domine l'Occident quand même à cette période-là, va conduire à rationaliser un peu tous les process. Et la recherche du profit, quelque part, justifie en fait la production d'une donnée structurée. Et dans le fond, moi qui suis économiste, si j'avais été là au XVIIe siècle, j'aurais été tout simplement à côté du prince pour l'aider à faire la guerre. C'est-à-dire que typiquement, une définition historique de l'économie, c'est la science du prince, qui doit engager en fait des ressources pour aller envahir ou conquérir un pays ou un territoire voisin, mais de fait apparaît immédiatement, en dehors de l'aléa et du risque, des histoires de coûts et des histoires de potentiellement un bénéfice, quoi. Et cette équation-là, en fait, c'est celle qui va dominer de proche en proche, en fait, tout un ensemble de décisions jusqu'au niveau le plus micro, qu'on peut même parfois s'appliquer à soi-même. La recherche d'un appartement, la mobilité, l'achat d'une voiture, ça reste des histoires de coûts et de bénéfices. Mais pour ça, il me faut plus que simplement une sensation ou une intuition. Surtout si j'ai envie de m'inscrire dans un temps un peu plus long, dans
une compétition avec des concurrents. Et là, j'ai besoin de tenir des registres, en fait, pour savoir effectivement si je suis meilleur ou je dois m'améliorer et tout ça. Et c'est vrai que ce discours-là, quand même si il n'apparaît pas immédiatement, il domine, en fait. Hein. Le fait qu'on gagne à la fois en mécanisation, on rationalise effectivement le temps du travail, mais au service de la performance du collectif et rarement de l'épanouissement individuel, en fait. Alors c'est vrai que du coup, les économistes en fait travaillent assez naturellement avec des données depuis tout le temps. C'est un peu leur matière première. Et là, le monde dans lequel on est désormais immergé, qui est quand même un monde d'hyperconnexion et du tout numérique, fait figure un peu d'Eldorado pour les gens qui ont quand même en sciences sociales toujours souffert pour collecter de la donnée. C'est-à-dire que pour pouvoir étudier des comportements individuels, c'est un tout petit peu plus compliqué que des atomes ou que des choses en laboratoire. Alors, que ce soit les sociologues ou les psychologues ou les économistes ou même les gens de sciences de gestion, il faut aller sur le terrain, il faut aller voir. Et puis ça a quand même, pour le coup, un vrai coût. Et quand l'INSEE, typiquement, fait des enquêtes de recensement, on voit que c'est derrière toute une espèce d'énorme machinerie qui se met en place, quoi. Donc le recueil de l'information et de la donnée et de la mettre en forme, ça a un réel coût, quoi. Et d'un coup, le numérique, ça devient comme un immense terrain de jeu où ça coûte quasiment plus rien d'observer des comportements. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les comprend, mais évidemment, on est tous là, grosso modo, dans 3 ou 4 univers en parallèle, hein, parce qu'il y a sans doute un profil Facebook qui est resté ouvert quelque part, et puis il y a sa boîte mail qui est bloquée ouverte, puis on est quand même là en présentiel. Donc tout ça, on est en train effectivement de laisser des traces, hein, qui sont comme une espèce de corne d'abondance, mais l'interprétation de ça va pas du tout de soi, en fait. Et là où effectivement ta question est tout à fait pertinente, Marc, c'est que il y a quand même un gros écart entre... Il y a plein de données, et ça produit de la valeur. Ouais, mais l'entre-deux, là, c'est tout sauf trivial, en fait. C'est-à-dire pour passer effectivement de tout ce que l'on fait sur nos mails à quelqu'un qui serait en capacité d'interpréter ça, même si c'est une machine algorithmisée qui pourrait comprendre des récurrences, etc., ça prend une intelligence humaine quand même qui est significative, hein, pour donner du sens. Et si ça, on le multiplie par le nombre de profils qu'on a ouverts en parallèle, les données qui n'ont pas toutes les mêmes formes, qui sont structurées, qui ne sont pas structurées, plus qu'on a déclaré à l'INSEE, oh là là, ça fait plein de formats différents, qui fait que mettre tout ça effectivement sur le même tableau et qui dirait, voilà, Raphaël Suire, en fait, il se comporte exactement comme ça, puis je peux prévoir un peu ce qu'il va faire demain, c'est pas si simple. Mais ça veut pas dire que les GAFA sont pas en train de mettre en place quand même, hein, des encapsulations comme ça qui permettent effectivement de nous comprendre dans beaucoup de dimensions. Parce que voilà, vous achetez sur Amazon, puis dans le fond, beaucoup de choses, quoi. Puis en même temps, vous avez aussi d'autres services Amazon, etc. Puis Google, c'est quand même un exemple encore plus parlant, hein, qui vous vend et des maisons connectées, et des voitures connectées, et des mails, et puis des espaces cloud, mais tout ça avec un identifiant unique. Donc, de fait, hein, on arrive à vous comprendre. Mais c'est vrai qu'on est dans une période assez faste pour les gens qui travaillent du côté de la performance, on va dire, et qui vont arriver dans les entreprises en disant, bah ouais, moi désormais j'ai une compétence qui est au croisement de l'informatique, des mathématiques et de l'analyse comportementale, et je suis en capacité de regarder ce que tu as comme un gisement non exploité de données, et avec ça je te produis de la valeur. Et là en ce moment il y a un engouement autour de ça, quoi. Voilà, c'est très clair. Lionel et Jérôme voulaient réagir. Oui, je voulais réagir sur ce que tu as dit, que je trouvais assez intéressant, sur le lien que tu fais entre la taylorisation et ce qui se passe au niveau des GAFAM. Qui peut paraître pas si évident que ça, hein, parce que la taylorisation, on pense de suite, ensuite le Fordisme, le travail à la chaîne et tout, ça paraît assez éloigné de ce qui se passe quand on utilise les grands services numériques. Mais moi, le lien, je le ferai par le fait que la taylorisation, finalement, a produit un émiettement du travail, en fait. On dit souvent c'est le travail en miettes qui est réduit à des tâches de plus en plus élémentaires, et avec une certaine aussi déperdition de sens, étant donné que dans la taylorisation la plus extrême, il y a une séparation radicale entre le travail de conception et le travail d'exécution. Et en fait, le lien qu'on peut faire avec ce qui se passe sur les plateformes type GAFAM, je le ferai moi volontiers par le détour, parce qu'on appelle le digital labor, le travail numérique, où finalement l'aboutissement vers cette fragmentation ultime du travail fait que chacun de nos gestes les plus infimes que nous faisons sur ces plateformes sont en fait, exactement ce que tu dis dans ton livre, du travail de la donnée, au sens des travails d'inscription
de données, le moindre like, la moindre requête qu'on tape dans Google, le moindre retweet, tout ça on se retrouve inscrit. J'aime beaucoup les analyses d'Antonio Casilli, qui nous explique qu'on est inscrit dans un rapport de production de données, y compris à notre insu, sans qu'on en ait conscience. Bon, on en a de plus en plus conscience, j'ai l'impression quand même, mais l'utilisateur moyen n'a pas conscience qu'il est inscrit dans un rapport de production et qu'il est mis au travail, finalement, par la plateforme. Un travail, alors la différence avec la taylorisation, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais l'ouvrier taylorisé, il est profondément subordonné. C'est-à-dire, dans son corps même, il est enchaîné à son outil de travail, à sa machine, tous ses gestes sont chronométrés, alors que quand on est sur ce type de plateforme, on peut avoir l'impression de ne pas être subordonné. Mais en fait, c'est profondément faux, en fait, parce que vous avez des formes de parasubordination qui s'exercent sur ces plateformes, qui peuvent être liées au design, qui vont être liées aux conditions d'utilisation des services, qui sont là carrément des interdictions de type juridique. On connaît tous les retraits d'images type l'origine du monde qui s'est passé sur Facebook, qui vous montrent que la plateforme a un rôle de subordination quand elle ne souhaite pas que vous postiez tel ou tel contenu. Et du coup, finalement, moi, je vois quand même une très grande continuité entre ce que tu décris dans ton livre, qui étant la taylorisation du travail intellectuel, qui finit par aboutir en fait à une pulvérisation de plus en plus infinitésimale de nos gestes et de toutes ces opérations qui nécessitent encore des humains. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on pulvérise au maximum le travail, mais en ayant toujours besoin d'un humain pour le faire. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment ce reportage qui est passé sur Arte sur les nettoyeurs du web, qui sont en fait les modérateurs qui travaillent dans les coulisses de Facebook ou de YouTube pour supprimer des images. Et où là, on voit aussi une autre forme de travail, là pour le coup complètement taylorisé, parce qu'ils suppriment des dizaines de milliers d'images chaque journée en cliquant simplement et en ayant. Donc je pense qu'il y a un lien. Et alors je voudrais quand même, parce qu'on est dans le numérique en commun, une chose qui est intéressante de voir, c'est que ce n'est pas une fatalité, parce qu'il y a des espaces sur Internet qui ne nous place pas dans des situations comme ça, même si elles requièrent quand même souvent de faire ce travail de petite main de la donnée. On peut penser à Wikipédia, par exemple. Quand vous êtes sur Wikipédia, vous n'avez pas cette exploitation des données par une plateforme, même s'il y a besoin de travail de petite main de la donnée. Il y a des gens qui corrigent les virgules sur Wikipédia, qui mettent des articles dans des catégories. Ils n'écrivent pas forcément les articles eux-mêmes. On parlait beaucoup dans le train d'OpenStreetMap, vous savez, cette alternative cartographique à Google Maps, où les gens font des relevés avec leur smartphone. Et ça aussi, c'est un travail de la donnée. Et je ne sais pas si vous avez vu, là récemment, il y a tout un engouement pour l'application Yuka. Je ne sais pas si vous avez vu l'application qui permet de scanner dans les supermarchés les aliments que vous achetez, de voir leur valeur nutritionnelle et de repérer s'il y a des additifs douteux. Voilà. Et donc, il y a des tas d'articles qui sont parus sur des applications de ce type en ce moment. Visiblement, c'est un gros boom. On nous dit que c'est l'émergence de la food tech, que les nutritionnistes commencent à avoir peur d'être disruptés, d'ailleurs, je voyais. Très intéressant, mais ce que la plupart des articles ne disent pas, c'est que tout ça s'appuie sur un commun de données qui s'appelle Open Food Facts, qui a été fait par des gens qui ont passé un temps considérable à recopier à la main, en fait, les indications qui étaient sur les étiquettes des produits et qui en ont fait un commun de données réutilisable. Et maintenant, si ça explose, c'est parce que vous avez en fait une fine couche d'interface qui s'est mise par-dessus et qui la rend plus facilement utilisable par les personnes. Sauf que tout ça s'appuie sur un travail de la donnée qui est assez invisible, mais qui est quand même le fond de la question, quoi. Et moi, je trouve que toute la question, c'est pour ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ton livre, c'est de se demander comment désinvisibiliser ce travail de la donnée et comment faire en sorte qu'ils ne finissent pas captés dans des systèmes toxiques type GAFAM, justement, parce que là, on arrive dans des situations qui sont très inquiétantes. Mais par contre, on aura toujours besoin d'un travail de la donnée et d'un travail de petite main de la donnée, à qui il faudrait redonner aussi, quelque part, sa noblesse, son importance, et qui, à mon avis, ne pourra jamais être supprimé par les fantasmes d'intelligence artificielle qui feraient ce travail à notre place, en fait. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est un point extrêmement important. Parce qu'il y a deux manières de poser la question de ces travails des petites mains de la donnée. Le premier, c'est celui effectivement de l'exploitation.
Et les débats houleux que j'ai parfois avec Antonio Casilli, que je connais bien, parce qu'on était dans le même labo pendant très longtemps, consistaient à dire, si tu insistes sur le fait que les usagers sont mis au travail, tu vas vite oublier, et tu participes à rendre encore invisibles les fameux modérateurs, et tous ceux qui, en fait, y compris les nettoyeurs même mécaniques, de ces données-là pour qu'elles fonctionnent. Et de même que la plupart des spécialistes data scientists qui débarquent dans une boîte, et j'en accompagne quelques-uns, et je vais en accompagner là à partir dans 2 semaines chez Saint-Gobain par exemple, ou chez Engie, ils se posent tous ces tas de questions. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de gisement. Ils découvrent très vite que vous avez des données dégueulasses. Effectivement, elles ne sont pas au bon format. Vous avez des systèmes d'infos qui sont de 10 générations différentes. Vous avez des trucs qui sont piégés dans des contrats avec des prestataires et des machins. En fait, vous n'avez pas de données. Elles sont potentiellement là. Mais si on veut faire tout ce qu'on vous promet, en fait, ça va prendre un coût beaucoup plus grand et souvent qu'on l'imaginait. Il y a un nombre de startups qui débarquent avec ce modèle-là aujourd'hui dans les incubateurs, etc., et qui ferment 1 an plus tard parce que la première phrase qui était « on vit aujourd'hui dans un monde où on a plein de données à disposition » tombe parce qu'elles n'ont pas les données, parce que ce qu'elles croyaient être disponible n'était pas disponible. C'est absolument considérable. Et donc il y a ce premier aspect qui est extrêmement important, qui est aussi de voir la question de l'invisibilité et la visibilité est une question très compliquée. C'est pas toujours bien de rendre visible quelque chose, parce que ça le rend aussi contrôlable, à nouveau mécanisable, à nouveau standardisable, etc. Donc c'est un peu compliqué cette histoire de. Et puis rien n'est jamais invisible en soi, sinon on serait incapable de le voir. C'est invisible aux yeux de qui, de quoi, quel genre de client on fabrique, ou d'usager on fabrique si on invisibilise cette partie-là du travail. C'est toujours très très relationnel. Donc ça c'est un premier point très important. Le deuxième point, c'est cette histoire d'Open Food Facts et d'OpenStreetMap et de Wikipédia. Mais mettons OpenStreetMap et Open Food Facts qui produisent des données qui ressemblent plus à ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde du numérique des données, c'est-à-dire qui sont lisibles par des ordinateurs, transférables, circulables, dont on peut faire d'autres calculs, auxquels on peut greffer les API, dans lesquels on pourrait taper après pour faire des services. Là, il y a un enjeu qui est complètement différent de ce qu'on vient de raconter sur le travail des données, qui est sa dimension politique, et qui, pendant très longtemps, la dimension politique autour des données, elle s'est jouée sur ce qu'on appelait le statactivisme, c'est-à-dire je vais relire les statistiques officielles, je vais refaire les calculs et je vais produire des formes alternatives. Ce qui est très intéressant aujourd'hui dans des endroits comme OpenStreetMap et comme Open Food Facts, c'est que c'est à même la production de la donnée, c'est-à-dire de l'élément le plus basique, que se joue la politique. Qu'est-ce qui compte ? Vous nous avez mis, vous, l'industrie agroalimentaire, vous mettez les trucs en caractère 6 dans un coin de votre produit. Vous les avez mis, ça qui est très intéressant d'ailleurs, c'est une autre question de visibilité ou d'invisibilité ou d'intelligibilité. C'est bien là, mais nous, on va en fabriquer quelque chose d'autre. Et on va fabriquer une donnée de ce texte qui est sur un emballage. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est crowdsourcé, on va faire ça tous ensemble. Une partie des gens mettent de l'argent de leur poche pour le faire. Et ça devient un commun de données, effectivement, qui a une puissance politique qui n'est pas forcément bonne ou pas bonne, parce qu'évidemment, après, ça peut suivre des trajectoires très discutables, et c'est vraiment à penser aussi, évidemment, mais à même la donnée, à même la production de la donnée, et tout ce qui se joue dans OpenStreetMap autour de tout un tas de domaines, y compris très proches des sciences dites participatives, sur la qualité de l'air par exemple, ou sur les pistes cyclables à d'autres niveaux. C'est aussi, à même la carte, c'est pas rien la carte, hein. La carte c'est un objet politique, c'est sans doute un des objets les plus politiques de l'histoire de l'humanité. À même la carte, et à même la production de données géographiques se jouent des formes politiques aussi, dans des endroits où on a assumé aussi le travail, c'est-à-dire où on a considéré qu'il fallait prendre soin de ces données-là, et que, par exemple, on va s'opposer à comment Google fabrique ses cartes, pas seulement parce qu'ils sont dangereux d'un point de vue économique et politique, mais aussi parce que leurs données ne sont pas bonnes, quoi. Elles ne sont pas justes, elles peuvent être inutiles, elles peuvent rendre des choses invisibles alors qu'elles devraient être visibles, etc., etc. Ce qui montre bien qu'il y a un travail presque à 3 niveaux à faire, hein, du côté des coulisses, en effet, hein, pour rendre visible l'invisible, du côté de la scène, pour rendre visible ce qui est invisibilisé, hein, je pense du travail des usagers, avec toutes les, en effet,
controverse que cela pose, que ce soit entre Antonio Casilli et toi, Jérôme, ou entre Lionel et Jean-Michel Salin. Enfin, il y a eu tout un débat sur Internet récemment sur le Digital Labor, sur ces questions. Et puis, un travail également, on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais sur la scène, c'est-à-dire un travail sémiologique, c'est-à-dire que les formes qui sont déjà présentes dans les dispositifs techniques, dans les interfaces, en fait, sont à interroger à partir d'outils, je pense à ceux de la sémiotique ou de la sémiologie. On a choisi aujourd'hui de partir du côté des coulisses et puis de la sociologie. Je vous propose de continuer à creuser cette question-là, mais sans oublier que tout est peut-être, et c'est ce que tu disais avant, tout est peut-être déjà visible et qu'il nous manque peut-être encore aujourd'hui des concepts, des outils qui nous permettent de voir le visible. C'est ce que disait Oscar Wilde, c'est-à-dire que ce n'est pas l'invisible qui nous est inconnaissable, c'est le visible. Et qu'il faut réussir à apprendre à le voir. Alors, aller du côté des coulisses, en effet, ça me semble fondamental, mais travailler également la scène me semble important. Pour continuer à travailler la question des coulisses, est-ce que tu pourrais, Marion, nous parler de ton travail précisément de révélation de la coulisse à partir des travaux que tu as menés sur une exposition de jeux vidéo? Oui, alors moi j'ai travaillé un peu plus généralement sur tous les dispositifs multimédia qu'on peut voir notamment dans les musées, et ce qui m'intéressait effectivement c'était les expositions de jeux vidéo. Donc on allait avoir vraiment des jeux vidéo du commerce qui allaient être présentés dans d'autres contextes, et on allait essayer de faire de la médiation culturelle sur eux. En fait, à la base, le fait de vouloir aller du côté des coulisses, pour moi en fait c'est un intérêt professionnel. Parce qu'avant de faire ma recherche, j'ai été commissaire d'exposition. J'ai travaillé sur des expositions de jeux vidéo, j'ai été médiatrice, j'ai été chargée des publics. Et c'était des questions professionnelles aussi qui m'intéressaient. C'est comment est-ce qu'on prend cet objet qui, à la base, n'est pas fait pour être dans un musée, n'est pas fait pour être exposé, et comment est-ce qu'on le transforme, comment est-ce qu'on le modifie, comment est-ce qu'on le rend compréhensible dans cet espace-là, et comment on en fait quelque chose pour travailler avec des publics. Et puis, il y a une autre chose qui m'a intéressée. C'est une espèce de frustration, en fait, parce que j'ai travaillé dans différents musées, puis le précariat aidant, j'ai aussi été pigiste et journaliste. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée un peu de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire à devoir écrire sur des expositions de jeux vidéo. Et là, cette fois, en tant que journaliste, je n'avais plus accès, en fait, à toute la variété de professionnels que j'avais constatée en travaillant moi-même dans les musées. Et la seule personne qu'on me proposait d'interroger, c'était le commissaire. Et là, d'un seul coup, j'étais face à des expositions de jeux vidéo que je savais complexes, que je savais sous tension, mais où j'avais l'impression que tout s'exprimait d'une voix unique, uniforme, fluide, et que finalement, on avait une institution qui s'exprimait vraiment d'une voix unique. Et vraiment, c'est à ce moment-là, je crois que j'ai constater toute l'invisibilité des individus qui sont derrière les expositions, de tous les mondes sociaux que ça va mettre en action, de toutes ces personnes qui vont coopérer, ou pas, pour produire des expositions. Et moi, c'est ça qui me donnait vraiment envie d'aller du côté des coulisses et d'aller vraiment enquêter sur la vie quotidienne des professionnels, sur leur routine, sur leurs pratiques matérielles, routinières, vraiment sur tous ces moments de coopération et de discussion. Et l'intérêt aussi, il était lié à l'objet, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en vitesse, le jeu vidéo, en fait, à la base, c'est un objet qui est conçu plutôt pour un usage individuel ou entre proches, plutôt dans l'espace domestique, dans le salon. Et là, d'un seul coup, on va avoir un objet qui est détourné de son contexte d'usage initial pour être adapté au musée. Et on a vraiment une double modification, c'est que d'un seul coup, on essaye de modifier le sens du jeu vidéo, puisque dès les années 90, en fait, on va vraiment avoir plein de controverses sur est-ce que c'est un bien culturel, est-ce que c'est une pratique culturelle. Et donc, on a vraiment tout un travail pour essayer de donner un sens différent à la pratique du jeu vidéo. Et puis, on a une modification de l'objet en lui-même. C'est-à-dire que pour présenter des jeux vidéo dans des musées, on va aller vraiment modifier le dispositif technique, ajouter des contraintes de temps, changer les périphériques avec lesquels on joue, changer les règles du jeu pour rendre une action qui était individuelle, pour la rendre d'un seul coup collective, changer
donc les périphériques avec lesquels on joue, par exemple, pour rendre une action publique, pour faire du corps de la personne qui joue un objet de spectacle pour les personnes qui regardent. Et moi, c'était vraiment toutes ces questions-là, en fait, qui m'intéressaient vraiment, de comment est-ce qu'on va modifier un objet. Et donc pour ça, c'est vrai que je me suis retrouvée en fait à choisir une exposition en particulier dans un centre de sciences qui m'intéressait beaucoup, puisqu'il ne s'agissait pas seulement en fait de prendre du jeu vidéo et d'aller le déplacer dans un autre contexte, mais il y avait vraiment une réflexion pendant 2 ans de se poser et d'essayer de réfléchir à quelles sont les données qu'on va mettre en scène pour parler du jeu vidéo, quels sont les savoirs. Essayer de travailler avec les chercheurs pour sélectionner les savoirs et les données qui allaient être mis en scène, ceux qu'on allait plutôt laisser de côté, avec cette idée que dans le champ des Game Studies, les savoirs sont assez peu stabilisés. On a aussi beaucoup de données qui proviennent directement de l'industrie. Donc comment est-ce qu'on trie ces savoirs-là, lesquels on va montrer, lesquels on va laisser de côté, et puis ensuite d'utiliser des jeux vidéo pour les modifier et créer des dispositifs pour faire la médiation de ces savoirs. Et en fait, aller dans les coulisses, il y a une chose que ça m'a beaucoup apporté, c'est que généralement, quand on a des expositions de jeux vidéo, on a un discours public, un discours médiatique qui est vraiment sur la célébration du jeu vidéo, avec cette idée-là qu'on a une culture populaire qui est méprisée, niée depuis 40 ans et qui d'un seul coup se retrouve dans les hautes sphères de la culture, qui serait cette fois célébrée, qui serait magnifiée. Et en enquêtant du côté des coulisses, en fait, on se rend compte que le jeu, c'est toujours source de tension, que produire des dispositifs de jeu dans un musée, c'est réfléchir à la manière dont on peut contraindre les corps pour être sûr que les personnes ne jouent pas trop. Comment est-ce qu'on peut circonscrire l'activité ludique dans des dispositifs ? Et ça, typiquement, c'est l'une des choses, par exemple, que je n'aurais pas vues si je n'étais pas allée enquêter pendant 6 mois. Je suis restée du matin jusqu'au soir avec l'équipe de conception de l'exposition à observer vraiment toutes leurs pratiques et à prendre part en fait à la conception de l'exposition. Waouh. Est-ce que tu as pu identifier justement dans le dispositif même du jeu vidéo et sa conception en fait une sorte d'actualisation d'un ordre social ou de questions de genre, parce que je sais que tu travailles sur ces questions de genre ou de domination, ou je ne sais pas très bien comment le dire dans mon propre vocabulaire, mais comment tu travailles ces questions-là, comment elles passent, dans quelle mesure en fait les dispositifs aujourd'hui informatiques ou sociotechniques contribuent à actualiser des sortes de stéréotypes ou de rapports de domination et de genre qu'on retrouve ensuite dans des activités absolument anodines, infraordinaires, des dispositifs qui sont proposés ensuite à des gamins et des gamines, quoi. En fait, je peux prendre 2 exemples pour ça. Le premier, effectivement, de mon terrain sur les jeux vidéo. Donc, il faut savoir qu'au moment où j'enquête sur cette exposition, et au moment où l'exposition est rendue publique, vers 2013-2014, on a aussi une énorme controverse sur la place des femmes dans le jeu vidéo, avec beaucoup de femmes qui sont harcelées, des gens comme Anita Sarkeesian qui se retrouvent avec des menaces de mort, des menaces de viol. Dès lors que vous êtes universitaire et vous travaillez sur le jeu vidéo régulièrement aussi, vous prenez quelques petits harcèlements assez sympathiques si vous travaillez sur le genre. Et en fait, donc à ce moment-là, il y a vraiment une controverse assez importante et l'exposition finalement parle assez peu du genre dans les jeux vidéo. On a juste deux petits textes qui sont ajoutés sur des cartels. C'est vrai que quand on visite l'exposition comme ça, on se dit bon, c'est pas beaucoup finalement de juste ça. Et puis en faisant l'enquête sur les publics de l'exposition, moi je me suis aperçue aussi que j'avais beaucoup de femmes en fait dans mes enquêtés qui se définissaient toujours comme non-joueuses, même si elles avaient une pratique du jeu vidéo, et qui expliquaient souvent qu'elles se sentaient nulles, elles ne se sentaient pas forcément à l'aise dans l'exposition. Elles estimaient ne pas avoir les compétences pour utiliser les dispositifs et elles ne trouvaient pas de médiation adaptée en fait, qui les aide dans ce genre d'apprentissage-là. Et en fait, de constater ça dans l'exposition, ça m'a vraiment permis en fait, de repartir depuis le début de mon terrain pour replacer ces données-là
dans la production d'une exposition qui se déroule dans une institution qui est en train de repenser toutes ces politiques en faveur de l'égalité, ce qui m'a vraiment permis de comprendre en fait la place que ça occupait dans une institution. Ça m'a permis de replacer ces fameux petits textes sur le genre dans une équipe et son organisation, dans les usagers et dans les usagères qu'elles imaginaient, où je me suis aperçue sur mon terrain que les femmes, en tant que visiteuses, étaient imaginées d'emblée, au cours de la conception, comme des personnes qui ne joueraient pas, comme des personnes qui ne manipuleraient pas les dispositifs, qui étaient généralement thématisées avec le terme de celle qui préfère regarder son compagnon jouer, par exemple. Dès la conception de l'exposition, on va plutôt avoir des femmes qui vont être envisagées comme des lectrices de l'exposition, et donc qui ne vont pas forcément être prises en compte dans la conception des dispositifs multimédia, dans leur manipulation, mais plutôt dans la rédaction des textes qui les accompagnent, dans les cartels. Ces imaginaires-là, ils jouent aussi sur l'organisation sociale de l'équipe. On a à peine 2 femmes dans l'équipe qui, elles aussi, en fait, subissent ces représentations-là, c'est-à-dire que les femmes ne seraient pas joueuses, les femmes auraient peur de la technologie. À ces femmes, on va déléguer la rédaction des textes, la prise en compte des néophytes et des non-joueurs, tout en ne leur donnant pas accès aux espaces de conception technique, en prétextant la plupart du temps qu'elles n'ont pas les compétences, qu'elles ne sont pas associées donc à la conception des dispositifs techniques. Et en fait, en observant toute cette organisation sociale-là, je me suis aperçue que ces fameux 2 petits textes, que je trouvais finalement très courts, ils ont été l'objet d'une lutte qui a duré presque 1 an et demi pour faire exister la question du genre dans une exposition. Et qu'en fait, si ces textes existent, c'est parce qu'il y a vraiment plusieurs femmes dans l'équipe qui ont créé un réseau de coopération qui était presque secret, qui était complètement parallèle et invisible par rapport au réseau de production du reste de l'équipe, et qui se sont battus à chaque étape, que ce soit le graphisme, la correction, la traduction, l'impression, la mise en page, pour être sûr que ces textes-là existent dans l'exposition. Et finalement, ces 2 petits textes-là, ils sont vraiment le résultat d'une lutte qui a duré des mois et des mois. Donc ça, c'est un exemple. L'autre, je peux parler en vitesse des applications de suivi des cycles menstruels, donc qui sont des applications smartphone grâce auxquelles vous pouvez indiquer la date de vos règles. Vous avez une notification qui vous dit plus ou moins quand est-ce que les suivantes arriveront. Puis vous pouvez noter plein de choses sur votre mode de vie, sur votre alimentation, sur votre sexualité, de manière à tout suivre en un endroit. Sur plusieurs applications, il y a eu d'abord des années de bataille de la part des usagères pour que vous puissiez, par exemple, mentionner des relations sexuelles non hétérosexuelles. De fait, dans la plupart des applications, les seules relations sexuelles qui pouvaient être notées, qui pouvaient être enregistrées, qui étaient considérées comme des données, c'était des relations hétérosexuelles. Il y a des ensembles de données issues d'enquêtes sur la sexualité qui sont présentées dans ces applications-là, dans des sortes de petites encyclopédies qui sont censées faire un peu d'éducation sexuelle. Le titre pour présenter ces données, c'est « Ce qui est sain et normal » et qui vous indique combien de rapports sexuels vous êtes censé avoir par semaine selon l'âge que vous avez. On a aussi des applications qui vous proposer des modes de visualisation des données qu'on va enregistrer, qui deviennent complètement inopérantes dès lors que notre corps ne fonctionne pas comme l'entend l'application. Globalement, si vous avez un cycle menstruel de 40 jours, la visualisation, en fait, c'est quasiment impossible de la constater, et les données ne sont pas lisibles. Et les données ne sont lisibles que dans l'interface de l'application, mais ne peuvent pas être téléchargées et exportées pour être utilisées par ailleurs. Donc ça, voilà, c'est plein de petits exemples qui montrent comment, en fait, on produit aussi du genre avec ce type de dispositif. On en produit, mais ce que tu montres également, c'est qu'il y a des outils ou des initiatives sociales en fait, qui s'organisent à la marge. C'est l'exemple que tu donnais à propos de ce collectif de femmes qui s'étaient justement réunies et qui, de manière clandestine, underground, construisaient en fait une offre alternative. Je voulais savoir, c'est vraiment une question que je vous pose à tous les quatre, parce que vous faites tous du terrain.
comment vous vous serviez de vos travaux, de vos réflexions pour imaginer des lieux, des espaces, des dispositifs, des bonnes pratiques qui seraient alternatives. Je pense par exemple à ton travail, Raphaël, sur l'écosystème des tiers-lieux, tout l'énorme travail que tu as pu faire d'analyse de ces écosystèmes. Est-ce que tu as pu montrer sur la nécessité qu'avaient ces tiers-lieux pour exister à la marge de constituer constituer des relations en fait avec le centre? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Puis je laisse la parole en termes d'initiative et puis de dispositifs alternatifs à Lionel, Jérôme et puis Marion. C'est une question vaste parce que tiers-lieu, c'est évidemment le concept un peu tarte à la crème du moment. Et d'ailleurs, le programme de numérique en commun l'atteste. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à compter combien de fois le mot tiers-lieu apparaissait. Il y a 4-5 ans, pas grand monde en parlait. Et je pense que personne n'a lu l'ouvrage de 1990 qui impose le concept en sociologie urbaine, en fait. Voilà. Donc les aménageurs ou les urbanistes adorent parfois s'emparer de concepts. En l'occurrence, tiers-lieu, c'est un bien vaste objet. Peut-être plus pour revenir sur la genèse de ce travail. Effectivement, je me suis intéressé pas au tiers-lieu au départ, mais à un endroit que j'avais ouvert avec d'autres jeunes ténébreux rennais qui s'appelait une cantine numérique. C'était en 2005 et en fait, c'était un lieu. Voilà. Puis dans ce lieu-là, en fait, on avait envie d'agréger une communauté autour de nous qui étaient des sympathisants du numérique. Alors pas forcément que des techos en fait, mais des gens qui s'intéressaient à ça. Puis de proche en proche, il y a eu comme des gens qui avaient envie de développer des projets, puis qui ne trouvaient pas forcément sur le territoire en fait un guichet auquel ils auraient pu s'adresser. Et en particulier parce que si vous aviez un projet très usage, si je puis dire, l'incubateur du territoire, il vous regardait un peu de haut en disant mais ça sert à rien ce que tu vas faire. Et puis dans le fond, vous n'aviez pas non plus besoin de 50 000 ou 100 000 euros. C'était peut-être juste un petit coup de main en termes de conseils. Bref, en fait, on avait bien la sensation qu'on remplissait en fait un vide. Et puis assez rapidement, en fait, on a vu dans ce lieu-là, qui était la cantine numérique, apparaître les premières imprimantes 3D qui sont arrivées là, parce que c'était l'endroit naturel où on allait trouver un peu une oreille attentive pour des trucs qui étaient juste marrants et dont on ne voyait pas forcément l'utilité. Et je trouve que ce qui est intéressant à travers ces lieux-là, qui se sont constitués il y a à peu près une dizaine d'années, c'est qu'il y a vraiment l'idée de venir partager quelque chose qui peut ne pas faire sens immédiatement pour le reste en fait, du territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de recherche d'un profit, il y a juste le désir de partager et le désir de co-apprendre les uns des autres. En fait. Donc c'est vraiment la philosophie un peu du monde du hacking ou de l'open source en fait, qui domine un peu la genèse de ces lieux-là. Et puis très rapidement, en fait, le premier Fab Lab en fait, est arrivé sur le territoire de Rennes. Et ce qui a été très riche, je crois, c'est qu'il s'est associé à une innovation qui est tout à fait remarquable et pour le coup, qui aurait pu naître que dans ce giron-là, en fait. C'est l'histoire d'un amputé du bras droit, en fait, et qui un jour, en fait, comprend absolument rien à l'univers des Fab Labs, aux imprimantes 3D et à la technologie sous-jacente, et qui dit, mais ce ne serait pas possible de comme m'imprimer un bras bionique avec ça. Et personne ne sait faire ça, en fait. Et dans le fond, on ne sait même pas si on peut gagner de l'argent, mais de façon assez spontanée, tout le monde dit bah oui, on y va, parce qu'on ne sait pas le faire. Cette irrationalité-là, perçue par l'extérieur, en fait, est incompréhensible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui me diront mais non, mais il n'y a pas de marché, il y a déjà des prothèses qui existent, ça ne fait pas de sens, etc. Et le projet Bionico Hand, en fait, a émergé, et en l'espace de 3-4 mois, ça a pris quand même des choses très particulières. Tout à l'heure, on parlait des données qui sont souvent sales quand on arrive en entreprise, et c'est très vrai en fait. Souvent, elles sont là, mais en fait, les nettoyer, ça prend de la compétence. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, pour pouvoir commencer ce projet-là de Bionico, il a fallu des compétences en local. C'est-à-dire que des gens qui étaient en capacité d'aller puiser dans le web des bouts de script en open source pour les ramener ici, et puis de se rendre compte qu'il y avait un gars qui s'appelait Gaël Langevin qui avait déjà commencé à imprimer en 3D un énorme robot humanoïde et qui mettait à disposition des plans. Donc on est parti avec les premières maquettes de la main du robot, mais là-dessus il a fallu brancher des prothèses myoélectriques. Toujours est-il qu'en 3-4 mois, à base de fils de pêche, de piles 9 volts, d'imprimantes 3D et de cartes Arduino, en fait il y avait 5 doigts qui étaient branchés sur le bras ou le moignon de Nicolas, et ça, quelque part, c'est typiquement le genre de commun
qui appartient à la communauté locale et à la communauté globale des makers, qui émane en fait d'un lieu. Parce que le lieu, c'est comme l'endroit où on se réunit, on échange du tacite, et donc on a besoin de cette proximité géographique pour coprototyper les choses. Il n'y a aucune feuille écrite sur là où il faut aller. Donc tout est un mécanisme d'essai et d'erreur. Et on apprend en bricolant, ou on apprend en faisant, en fait, typiquement. Et c'est ça qui permet effectivement d'aller relativement vite, hein, au regard d'une grande industrie, parce qu'il n'y a pas le poids du profit, il n'y a pas le poids d'une compétition. C'est des défis lancés à nous-mêmes et à la communauté. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est ça qui m'a après amené à vraiment réfléchir plus avec la posture scientifique, c'est comment cette innovation-là, elle allait pouvoir rencontrer le vrai marché, quoi. Et ces grandes boîtes qui fabriquent des vraies prothèses, hein, en fait, ça a été assez conflictuel. Et là, j'ai vu toutes les tensions que traversent toutes ces communautés qui naissent de façon très bottom-up, en fait, dans des lieux. C'est qu'après, il y a une zone de tension qui apparaît entre l'extérieur et les gens qui font ça. Parce qu'inévitablement, il y a, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se professionnalise ou pas? On va chercher à monter une structure qui va permettre éventuellement de, peut-être même si elle est associative, d'avoir un peu de rémunération pour sécuriser un salaire, etc. Et donc, assez invariablement, il y a cette tension ou cette relation au marché qui vient un peu brouiller, en fait, un peu ce qui était la belle aventure. Et dans l'univers des Fab Labs, je trouve que c'est assez vrai, notamment tous ceux qui relèvent, hein, de la charte du MIT, qui a vraiment cette tension, quoi. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on garde une propriété, mais quelque part qui est antinomique avec la philosophie sous-jacente open source et mise à disposition, et alors l'économiste parlerait plutôt de bien public d'ailleurs que parfois de commun, mais voilà, de mise à disposition. Et on voit bien que cette gestion de l'attention, elle est extrêmement complexe. Parce que le cœur ou l'industrie en place, ça peut nous servir en même temps. Parce qu'ils peuvent nous permettre d'aller plus vite, puis ils peuvent nous donner un peu d'argent, puis dans le fond, ça donne de la visibilité tout de suite. Et Nicolas, à Rennes, typiquement, à un moment, il a fait une Maker Faire à Rome, et puis là, d'un coup d'un seul, il y a toutes les caméras du monde qui adorent voir un gars amputé avec une main bionique, quoi. Si personne ne comprend trop ce qui se passe dans les Fab Labs, et d'un coup, là, il y a comme un objet ou tout du moins une innovation qui est assez représentative de ce qu'il est possible de faire. Puis après, il va dans les conférences en Russie, où il y a une culture cyberpunk extrêmement forte. Donc les mecs sont tous des mecs augmentés, etc. Donc voilà. Après, il part aux États-Unis. Puis là, en fait, un centre de recherche de l'armée américaine, en fait, qui travaille sur les amputations et les prothèses, parce que pour le coup, ils ont pas mal de gars qui reviennent d'Afghanistan à qui il manque des morceaux. En fait, ils ne travaillaient pas comme les makers de Rennes, quoi. Et donc, il y a comme un truc phénoménal qui est en train de se passer jusqu'à ce que Google repère le truc. Puis Google, il dit « Oh, ça vous intéresse, ça m'intéresse bien votre histoire. » Et on y va ou on n'y va pas avec Google. Et la bourse de Google, c'est 250 000 €. Ça change tout à l'échelle de gens qui sont précaires, emploi plus ou moins financé par l'État, une collectivité, bref. Et c'est vrai que là, du coup, ça, à la fois, ça déstructure la communauté, et puis ça la reconfigure un peu autrement, en fait, quoi. Alors aujourd'hui, le projet, il s'appelle My Human Kit. C'est un projet qui a vocation à favoriser l'auto-réparation. Donc, déjà, le concept, effectivement, est tout à fait surprenant, mais riche de sens, et dans une philosophie d'ouverture, donc que vous soyez dans un Fab Lab au Burkina ou au Vietnam, puisque les partenariats sont déjà noués, eh bien, vous pouvez récupérer des plans, hein, et puis des schémas pour vous imprimer un bras, un pied ou une jambe. Donc c'est vrai que cette tension-là, elle est de l'ordre de la dynamique qu'on avait appelée du « je t'aime moi non plus ». C'est à la fois, on voit bien qu'il pourrait y avoir une relation gagnante-gagnante, les uns étant un peu à court d'idées et de créativité, mais croulant sous les possibilités financières. Les autres, c'est l'inverse. Pour le coup, ils sont extrêmement créatifs et puis, pour le coup, vivent quand même avec une toute petite subvention si elle existe, quoi. Mais c'est des tensions qui ne sont pas simples à régler. Lionel, est-ce que la main bionique inspire les bibliothèques? Et justement, qu'est-ce qui se passe en fait quand un acteur public comme les bibliothèques s'intéresse à ces terrains, celui des communs, celui de la possibilité de construire une marge à l'intérieur de l'institution? Est-ce que tu aurais des éléments d'apport? Oui, peut-être juste avant d'aborder le sujet, mais tu vas voir, je vais quand même revenir à ta question. J'ai trouvé très très intéressant l'histoire. Alors je ne connaissais pas l'histoire de l'intérieur de la main bionique, j'avais bien vu l'exemple, je voyais d'où ça venait. Ça m'a beaucoup fait penser, ce que vous avez raconté, à ce que dit une personne qui réfléchit depuis longtemps sur la question des communs, qui s'appelle Michel Bowens, et qui essaye de
se demandait comment on pourrait mettre en place une économie des communs, et où lui, il a modélisé un ensemble de relations où il explique que, en gros, le système ne peut fonctionner que si les communs arrivent à faire des interfaces avec le marché. Il est tout à fait pour, hein, il prône l'idée que c'est nécessaire que les communs arrivent à faire des interfaces avec le marché, et qu'ils arrivent à en faire avec les acteurs publics. Et il essaye de modéliser ce qu'il appelle, lui, des partenariats publics communs ou privés communs, public-privé commun, et de voir comment les associations entre ces trois éléments permettraient d'arriver aussi à une forme de passage à l'échelle, et qu'on sorte de cette ère un peu romantique où on avait des communautés voilà, qui produisaient des communs en autonomie et qui, en général, ont du mal à pérenniser ça dans le temps. Et tout le défi, et ça c'est un défi que qu'Elinor Ostrom, la chercheuse qui a théorisé hein, la question des communs, elle s'intéresse à la question de l'institutionnalisation. C'est son grand... Elle dit l'enjeu des communs, c'est d'arriver à trouver des formes d'institutionnalisation. Et toute la complexité, c'est de trouver des formes institutionnelles qui permettent ces interfaces avec le marché, ces interfaces avec l'acteur public, sans perdre ce qui est la dynamique communautaire de groupe du commun. Et ça, je pense que c'est le défi qui peut nous attendre. Et ce que vous racontiez sur les liens avec Google, c'est récurrent hein, dans la sphère des communs. Par exemple, là, cet été, j'avais noté, il y a eu un article très surprenant de la directrice de la Wikimedia Foundation qui appelait Google et Facebook à soutenir davantage Wikipédia. Article qui a beaucoup fait parler dans le milieu, hein, parce que se rend compte des dangers aussi à ce que Google et Facebook aient des relations plus étroites avec Wikipédia. C'est aussi quelque chose qui me perturbe beaucoup, c'est de voir à quel point ce qui est le commun numérique le plus important aujourd'hui, qui est Linux par exemple, est devenu totalement dépendant de tous les grands capitalistes numériques du monde. C'est-à-dire que Linux ne peut plus vivre sans ce qu'investit IBM, Google, Facebook, etc. Et on tombe dans une sorte de contradiction totale où là, pour le coup, il y a une interface avec le marché, mais qui est devenue tellement étroite que la dépendance devient... l'un ne peut plus exister sans l'autre. Donc je trouve que c'était des questions. Alors la question que tu poses toi, c'est l'interface avec l'acteur public, qui est compliquée aussi en fait, parce que les communs se réclament de ce qu'on appelle l'autogouvernance en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commun s'il n'y a pas une auto-organisation par une communauté de son activité pour produire une ressource qui ensuite va être partagée. Et dès qu'on rentre dans des rapports avec un acteur public, la grande difficulté, c'est dans quelle mesure un acteur public peut, et notamment en France, hein, parce qu'il y a toute une vieille tradition administrative extrêmement centralisatrice et depuis la Révolution qui a systématiquement détruit les corps intermédiaires pour pas que la société puisse s'auto-organiser. C'est ça hein, quand même l'histoire, hein. Je vous refais pas Tocqueville, hein, mais l'histoire depuis l'Ancien Régime, c'est l'histoire d'un État qui détruit systématiquement la capacité d'auto-organisation de la société pour construire ces structures. Et les communs, eux, réclament une capacité d'auto-organisation de la société pour des ressources essentielles. Et quand vous rentrez en rapport avec un acteur public, la question va se poser nécessairement. Alors, quand on parle des bibliothèques, c'est peut-être un peu plus facile à comprendre. Moi, j'avais beaucoup aimé un ouvrage qui est sorti qui s'appelle « Commun de la connaissance et bibliothèque », qui a été coordonné par Lionel Dujol, qui théorise l'idée, lui, il imagine les bibliothèques devenir ce qu'il appelle des maisons des communs. Et alors, il souligne hein, la contradiction en disant on ne pourra jamais considérer qu'une bibliothèque est un commun à cause justement de ce lien avec la dimension administrative, qui fait qu'évidemment, le caractère pyramidal de l'administration rend très difficile le fait que la bibliothèque en elle-même puisse être considérée comme un commun. Par contre, il pense que la bibliothèque peut devenir un soutien aux communautés pour qu'elles puissent, elles, s'auto-organiser. Et il dit, par exemple, la ressource la plus importante que nous avons, hein, et ça va rejoindre ce que vous disiez sur les tiers-lieux, c'est l'espace. C'est-à-dire que nous pouvons ouvrir nos espaces en tant que bibliothèque pour permettre à des communautés de venir les occuper et de s'auto-organiser à l'intérieur. Et puis, il parle de la manière dont les bibliothèques peuvent devenir des contributrices au commun, parce que les bibliothèques produisent des données aussi, des données bibliographiques, hein, voilà, des numérisations d'œuvres anciennes aussi. Et ça, si elles les ouvrent, elles peuvent devenir contributrices au commun. Mais ça implique un lâcher-prise, et je l'ai beaucoup vécu moi dans ma carrière, hein,
parfois très douloureusement, qui est très difficile à négocier pour une institution publique, d'accepter ce lâcher-prise sur les données, et que les communautés puissent s'en emparer pour pouvoir en faire ce qu'elles souhaitent, quoi. Les docs à Nantes, enfin non pas les docs à Nantes parce qu'il n'est pas encore présent, mais les docs à Rennes ou les docs à Lyon ne sont pas des initiatives qui sont des exemples en la matière, c'est-à-dire de réseaux de bibliothèques coopératives qui accueillent des ateliers participatifs, des ateliers citoyens qui deviennent des espaces d'accueil, qui sont auto-organisés. C'est pas un exemple qui pourrait être suivi? Oui, il y a des initiatives qui sont intéressantes et qui permettent d'acculturer un peu tout ça. Il faut voir aussi que dans la conception française des choses, quand même, la notion même de communauté est très chargée, est très difficile à accueillir, alors que traditionnellement, par exemple, aux États-Unis, une bibliothèque se conçoit comme un service aux communautés. Ça a toujours été ça. Ils ne servent pas le citoyen individuel aux États-Unis, ils servent des communautés. Et en France, c'est toujours difficile de parler de communauté. On a aussi cette crispation-là sur la notion même de communauté. Donc c'est pas impossible, je ne dis pas que c'est impossible dans le contexte français, mais il y a tout un arrière-plan qui me paraît... et bon, on a connu ça aussi dans les musées, il y a eu aussi beaucoup de tentatives de faire entrer des dynamiques participatives dans les musées, et c'est loin d'être simple. Jérôme et Marion, est-ce que vous servez de vos recherches justement pour penser je ne sais pas si c'est la vocation d'un chercheur ou d'une chercheuse d'imaginer justement des lieux qui échappent aux logiques, non pas que vous dénoncez, mais sur lesquels vous travaillez, que vous travaillez à rendre visibles. Est-ce que vous avez mis en place des initiatives? Est-ce que vous en soutenez qui vont dans le sens de la défense? J'ose pas parler de valeurs, ou peut-être si, on peut aller jusqu'à parler de valeurs, comme disposition qui vaut la peine d'être défendue. Est-ce que vous vous servez de vos travaux? Quelles leçons vous en tirez précisément pour mettre en place des initiatives citoyennes, participatives, etc. Alors non, pas au sens de les mettre en place, par contre à les repérer effectivement des formes existantes et prendre des leçons de ce qui existe déjà très bien ailleurs. C'est plutôt dans cette position-là qui est peu prescriptrice de pratique. Et pour rebondir sur ce que disait Lionel, il me semble que la question de l'interface d'un côté, notamment entre entreprises publiques, monde associatif, communauté, etc. Et la question du lâcher-prise, qui rejoint d'une autre manière le terme de transaction que j'évoquais au tout début de discussion. On les retrouve dans un cas, moi, je suis assez passionné par ce qui se passe autour d'OpenStreetMap dans plein de domaines, parce que je trouve qu'ils sont absolument admirables dans la manière dont ils organisent ça, notamment en France, avec une véritable stratégie d'articulation avec certaines entreprises publiques ou quasi publiques, voire avec des entreprises privées, jouant parfois le rôle du tiers qui va permettre, c'est le cas avec la base d'adresse Banno, qui est un exemple assez extraordinaire, où parce qu'on met OpenStreetMap dans la boucle, on peut remettre la poste, on peut remettre l'hygiène, tous ensemble, pour que tous ensemble ouvrent les données et produisent une forme de commun, avec des négociations particulières, qu'est-ce qui va être de l'ordre du commun, qu'est-ce qui va être de l'ordre des données qui vont rester dans un autre périmètre. Et avec Clément Marquet, qui est un doctorant qui va bientôt soutenir sa thèse, s'il m'écoute, j'insiste sur le bientôt, avec mon accompagnement, on va dire. Non, il n'est pas là, il rédige. On s'est intéressé au cas de l'articulation entre OpenStreetMap et Transilien avec la SNCF. Et il s'est inventé des choses absolument extraordinaires petit à petit sur des modalités précisément d'articulation où la capacité de la communauté d'OpenStreetMap continue à rester tout en se transformant avec sa propre dynamique et son autonomie, sa capacité à s'auto-organiser. En même temps, la SNCF voulant donc des données de cartographie de ces gares indoor, donc gagnant avec ça la possibilité de donner, en tout cas de mettre à disposition des données pour ensuite faire de l'innovation ouverte, en tout cas faire construire, monter des hackathons qui font un peu sens et puis imaginer des nouveaux services. Et à l'interface de ça, petit à petit dans l'histoire de ce projet-là, qui était de cartographier les gares de la région Île-de-France, défi technique extrêmement complexe, la naissance d'entreprises qui étaient des spin-offs entre guillemets d'OpenStreetMap
et la constitution, pas uniquement autour de ça, ça s'est joué aussi dans le domaine humanitaire par exemple, de véritables professionnels d'OpenStreetMap. On pourrait croire que c'est un oxymore, et finalement à l'intérieur même d'OpenStreetMap, la constitution de bonnes pratiques pour laisser la place à donc effectivement les tensions typiques que Raphaël évoquait aussi, entre est-ce qu'on se professionnalise ou pas, qui gagne de l'argent, qui n'en gagne pas, comment, à quel titre on peut distribuer les appels d'offres par exemple, et comment est-ce que les entreprises publiques sont greffées dans cette histoire-là. Tout ça dans une histoire qui peut ressembler à une forme de partenariat public-privé, mais qui se joue, en l'occurrence autour de la cartographie, en opposition à des gros acteurs privés. Et donc, qui balaye complètement. Moi, là où ça m'intéresse, c'est que ça balaye des lectures vraiment très simplistes qu'on peut retrouver chez mes camarades sociologues en termes de le partenariat public-privé, c'est une catastrophe, c'est à l'avance, on sait qui sont les méchants, et à la fin, c'est le néolibéralisme. Donc, là où on a une critique, effectivement, assez facile à faire, mais qui n'apporte pas grand-chose dans le... Alors que si on est très attentif à l'invention, y compris organisationnelle et institutionnelle, qui se joue là, dans ces lieux-là, on peut, alors pas tellement dans l'idée d'en reproduire quelque chose, parce qu'effectivement, c'est pas tellement... c'est loin de mes compétences, mais par contre être très attentif à regarder ce qui se joue là et ce qui semble fonctionner, y compris donc à même les infrastructures de données, les données elles-mêmes, il y a des trucs qui sont très, qui sont pas très ragoûtants, quoi, qui sont pas très sexy à mettre après en avant pour dire regardez ce qui s'est joué à ce moment-là, parce que ce qu'on va retenir à la fin, c'est l'équipe qui gagne le hackathon de la SNCF et effectivement ou la food tech versus Open Food Fact. Donc, mais en même temps, il y a quelques acteurs comme ça qui sont de véritables inspirations pour voir ce qui s'invente, mais en sachant que c'est ouvert. C'est-à-dire, on sait pas moi, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire dans 10 ans ou dans 5 ans pour que ça se joue comme ça. Donc c'est un accompagnement, parce qu'en général, c'est une forme de recherche qui est participative, avec des acteurs qui se posent des questions et qui se nourrissent de la réflexivité qui gagne à nous côtoyer, plutôt qu'une inspiration pour mettre quelque chose en place ailleurs. Ouais, ce qui implique finalement d'articuler l'innovation technique à l'innovation sociale et de penser de manière complexe, à différentes stratifications, sans opposer en effet caricaturalement des logiques néolibérales ou capitalistes à des logiques publiques. Marion, toi-même, est-ce que est-ce que tu as pu réinvestir ton propre travail de chercheuse dans la co-conception, pour employer un terme à la fois, la co-conception de dispositifs qui tiennent compte justement de cette articulation entre l'innovation technique et sociale, et plus largement qui tient compte de la pensée complexe? Alors, pensée complexe, j'espère, mais je ne sais pas. Oui, en fait, je reviens un petit peu au terrain dont je parlais tout à l'heure d'exposition de jeux vidéo et des logiques de genre que j'ai étudiées. En fait, tu disais au début que j'étais membre d'un hackerspace. Il se trouve qu'au même moment où je commence mes recherches, je décide avec une collègue qui s'appelle Zora de monter un atelier de conception de jeux vidéo, et qui était un atelier en fait qui se basait sur un corpus de jeux assez restreint et assez spécifique. On parle généralement de queer games, donc c'est pas un type de jeu particulier, c'est pas un genre de jeu, mais disons que ce sont des jeux vidéo qui sont créés par des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, par des personnes racisées qui vivent une expérience de discrimination, de marginalisation, et qui produisent généralement des jeux vidéo en dehors des circuits de production, généralement assez seuls. Sont des jeux qui sont pas chers ou qui sont gratuits, généralement peu consommateurs de ressources. On peut les faire tourner avec un ordinateur basique, et qui cherchent justement à produire des jeux par et pour les personnes queer, à représenter d'autres types de corps, d'autres sexualités qu'on ne voit pas dans les jeux vidéo. Et en fait, à cette époque-là, il se trouve qu'en France, on commençait à entendre parler de ces jeux-là, mais ils étaient vraiment en fait réappropriés par une presse ultra spécialisée dans le jeu vidéo avec un discours expert, mais finalement en fait ces jeux-là ne touchaient pas le public pour qui ils avaient été faits à la base. Et nous on trouvait que ces jeux-là étaient particulièrement intéressants et on avait vraiment envie en fait de recréer une communauté de pratique autour de ces jeux-là, en sachant qu'on avait chacune connu aussi notre lot de harcèlement, d'exclusion dans certaines communautés de pratiques.
Et donc on a commencé comme ça à fonder un atelier de pratique et ensuite de conception de jeux vidéo qui se tient encore aujourd'hui. Ça fait 3 ans maintenant dans un bar à Paris, un bar associatif qui s'appelle La Mutinerie. À ce moment-là, on a déjà commencé en fait, à essayer de comprendre comment est-ce qu'on allait réutiliser ce que j'avais observé sur mon terrain, mais aussi des recherches plus largement dans les approches féministes des sciences et techniques. Et en fait, ce qui a un peu cristallisé toutes nos réflexions, c'est que 1 an après le début de ces ateliers, donc ma collègue Zora a cofondé ce fameux hackerspace qui s'appelle le Reset, qui est un hackerspace féministe, et dont la création en fait se base justement sur plusieurs expériences d'exclusion dans des lieux habituels où ces personnes ne se sentaient pas forcément très incluses, elles ne se sentaient pas forcément légitimes à aller dans ces lieux-là. Et donc, il y a vraiment eu l'idée de construire un lieu qui a une politique d'accueil très importante, où on a toujours vraiment plusieurs personnes, membres de notre équipe, qui sont préposées à l'accueil, qui cherchent à donner le plus de clés possible pour comprendre dans quoi on est en train de s'engager quand on rentre dans un hackerspace, quand on assiste à un atelier. On a aussi une politique d'atelier assez large, c'est-à-dire qu'on va avoir des ateliers pour concevoir des serveurs mail, des cryptobars, mais on va aussi travailler à des choses beaucoup plus générales. Enfin, on essaie d'avoir une conception du terme de technique le plus large possible, qui peut aller d'ateliers de tricot, broderie, à de la cuisine, à des serveurs mail, à la conception de sextoys qui puissent être activés par des personnes handicapées, par exemple, ce qui s'est tenu le week-end dernier. Et on a essayé justement de réfléchir à cette question-là, de comment est-ce qu'on pouvait créer un lieu un peu différent. On est venu à une espèce de liste de choses qu'on essaye de faire à chaque fois. La première chose, c'est d'essayer de laisser toujours les gens faire les choses par eux-mêmes et de ne pas se dire « Attends, je vais faire à ta place, je vais te montrer ». On a aussi tout un travail autour des compétences techniques, des compétences informatiques, essayer de mettre des femmes et des personnes queer dans le rôle de celui ou de celle qui essaie d'apprendre, qui transmet ses connaissances, essayer vraiment de valoriser en fait, les savoirs de ces personnes-là. De ne pas reproduire non plus un phénomène de salle de classe où on aurait une seule personne qui transmet des connaissances, mais vraiment essayer de partir plutôt de la mise en commun. Essayer de lutter aussi contre la mise en spectacle des habiletés techniques, c'est-à-dire de ne pas essayer d'entretenir une sorte de magie autour de quelque chose que l'on sait faire, mais vraiment d'essayer de l'expliquer, de le transmettre. Nous-mêmes, on essaye vraiment de travailler à se montrer aussi en échec, en fait, à se montrer en train de ne pas savoir, en train de demander de l'aide, mais pas seulement en train de réussir à faire les choses. Il y a plein de choses qui bug, il y a plein de choses qui merdent. Des fois, on essaye un logiciel et on n'arrive pas à le faire marcher, mais c'est pas grave. Et généralement, en fait, c'est justement dans le public qui vient dans le hackerspace qu'on va trouver les ressources nécessaires pour faire fonctionner les choses qu'on essaye d'actionner en fait dans les ateliers. Et puis, il y a aussi eu tout un travail sur le fait d'avoir une conception beaucoup plus large en fait, du terme de technique et de ne pas considérer que seules les compétences informatiques sont importantes. Parce que si les ateliers qu'on produit fonctionnent, c'est aussi grâce à un ensemble de petites pratiques qui nous semblaient aller de soi, qui nous semblaient complètement invisibles, que ce soit le fait d'accueillir les gens, de faire circuler la parole, d'organiser un espace pour qu'il soit accessible à tout le monde, d'observer les groupes pour essayer de saisir les dynamiques de groupe, pour essayer de faire circuler au mieux la parole, faire parler, comment est-ce qu'on relance des personnes, comment est-ce qu'on crée un espace qui est propice à la parole. Et tout ça, en fait, c'était pas thématisé comme des compétences. Au début, on avait l'impression que ça allait un peu de soi. C'était un travail de care, c'était un travail invisible, c'était un travail qui n'était pas forcément valorisé. Et donc, on a vraiment essayer de travailler sur le fait que produire et entretenir un cadre qui permet aux ateliers de fonctionner, c'est aussi des compétences, c'est aussi des techniques, c'est aussi des savoir-faire. Et à partir du moment où on les thématise comme ça veut dire qu'elles sont transmissibles, ça veut dire qu'elles peuvent être partagées, qu'elles sont prises en charge par l'ensemble de l'équipe. Et ça a vraiment été un point hyper important en fait, de considérer le terme de technique d'une manière beaucoup plus large et de considérer que toutes ces pratiques-là,
elles sont aussi transmissibles et on doit aussi se les partager. Et en retour, on a produit un article de recherche à partir de ce travail-là pour faire le chemin inverse. Que j'ai commencé à lire. On est proche, j'en profite pour rendre un hommage à Stanley Cavell, qui est mort récemment, le philosophe américain qui a pensé à l'articulation de l'ordinaire, hein, toutes ces petites questions, je dirais, enfin petites questions qui sont énormes, hein, de genre, qui sont nichées dans les dispositifs qu'on ne voit pas, qu'il articule à la notion de confiance également, hein, c'est-à-dire comment donner confiance à l'individu, c'est en créant en fait les conditions de l'erreur, en fait de l'expression de l'erreur, avec une approche qui est également matérielle. Donc j'en profite pour lui rendre hommage. Dernière question peut-être à Lionel. Alors je ne sais pas si je me trompe, hein, parce que je connais mal cette théorie de la compatibilité des communs, mais je me demandais si on n'était pas proche dans ce que venait de décrire Marion, hein, de cette théorie qui commence à prendre corps, hein, dans la théorie des communs et qui permet de penser, je dirais, une sorte de conatus ou d'équilibre en fait des compétences en fonction de la capacité des personnes à les exprimer. Oui, alors moi j'étais en train d'y penser en écoutant Marion parler, parce que c'est exactement... Enfin, ça, vous allez voir que ça a un lien direct. Hein. En fait, si vous voulez, bon, ce que tu décris sur soit les biais de genre, soit les dominations, soit les déséquilibres qu'il peut y avoir, c'est des choses qui existent dans les communautés, qui font des communs aussi. On sait bien, par exemple, que sur Wikipédia, par exemple, la contribution féminine est extrêmement faible, à tel point que ça pose un problème de biais qui est maintenant assez bien documenté, et que la communauté essaie de corriger, en ayant beaucoup de mal à le faire d'ailleurs, mais voilà, il y a un vrai problème là-dessus, et c'est de longue date très connu, hein, dans les communautés du logiciel libre, que les participants féminins ont eu historiquement souvent des gros soucis à participer au même niveau que les contributeurs masculins. Et du coup, si vous voulez, dans la théorie des communs, même si vous regardez justement les travaux d'Elinor Ostrom, c'est une dimension, elle, qui l'intéressait absolument pas en fait. Ces aspects-là sont complètement absents de ces théories, notamment... elle ne l'intègre pas du tout comme un critère de succès, d'échec. Enfin bon, c'est pas du tout un paramètre. Ce paramètre social n'est pas du tout quelque chose qui l'intéressait. C'est quelqu'un qui avait une lecture extrêmement économique, en fait. Et la seule chose qui l'intéresse, elle, c'est de savoir si la ressource dure dans le temps. Voilà. Si ça dure dans le temps, pour elle, elle considère que le commun a réussi sa mission. Et donc en ce moment, vous avez quelqu'un qui s'appelle Geneviève Fontaine, que je trouve que c'est une personne les plus stimulantes qui écrivent sur ces questions-là, qui a créé une notion supplémentaire où elle entend dépasser Elinor Ostrom en rajoutant une couche qu'elle appelle la couche des capabilités, et elle appelle ça les communs de capabilité, en hybridant ça avec les théories de l'économiste indien Amartya Sen, qui a eu un prix Nobel. Hein. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas juger la valeur d'un commun uniquement à sa durabilité dans le temps, il faut aussi prendre en compte sa dimension d'innovation sociale. Alors, pas innovation au sens distribution start-up, hein, innovation sociale, c'est-à-dire la capacité à faire bouger les représentations et à produire des pratiques nouvelles dans la société. Et notamment, elle prend en compte dans ses analyses de commun la manière dont un commun fait en sorte que chacun de ses membres puisse accéder à la contribution en fonction de la position dans laquelle il rentre dans le groupe. Et est-ce que le groupe est capable justement d'avoir des comportements qui permettent à chacun d'exprimer sa capacité à contribuer, ce qui implique justement d'avoir ce travail de care dans la communauté elle-même. Et elle en fait, elle, un nouvel élément qui permet de donner au commun une ambition de transformation sociale. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Moi, j'ai beaucoup été surpris, par exemple, quand vous parlez avec des gens du logiciel libre, de voir que leur ambition de transformation sociale peut être très faible. Hein. Ce qui fait d'ailleurs que, par exemple, ils peuvent tout à fait recevoir 200 000 € de Google sans se poser tellement de questions, en fait. Hein. Voilà. Sans voir le problème qu'il y aurait, par exemple, à se faire financer très massivement par Google. Il y a moi j'appelle ça l'agnostisme économique du monde du libre, qui parfois me dérange beaucoup, en fait. Cette capacité à ne pas juger comme si tout usage économique se valait, etc., comme si on pouvait considérer que Google et n'importe quelle entreprise, voilà. Et je trouve que ce que fait Geneviève Fontaine, en fait, en rajoutant cette couche et en reconnectant la question des communs à la transformation sociale, va peut-être lui donner son vrai sens politique, en fait. Raphaël, tu voulais intervenir ? Non ?
Tu veux le mien? Ok. Juste sur ce petit point pour compléter, parce qu'en effet, sur les logiques de la contribution à un commun ou à un bien public, en fait, en économie, ça a été particulièrement documenté, analysé, et les communautés open source ont été regardées quand même sous tous les angles. Et je te rejoins complètement. En particulier, on a une théorie du signal qui a été plus ou moins utilisée à travers les recherches des fondements de la contribution. Et pour beaucoup, en fait, l'idée de contribuer à un commun, c'est d'abord de se signaler en tant que personne compétente. Et ensuite, on retire en fait de cette contribution quelque chose qu'on va monétiser sur un autre marché, quoi. Donc, regardez, j'ai été capable de résoudre tel patch en fait sur tel problème sur des SoundForge ou autres, et du coup, ça me qualifie comme étant un bon développeur ou ayant tel type d'expertise. Donc, sur la théorie du signal, en fait, ou à travers cette théorie du signal, en fait, on se rend compte qu'en effet, il n'y a pas que de l'altruisme pur, hein, comme on dirait en économie, il y a aussi de l'altruisme impur. Celui qui consiste à dire, en faisant ce geste-là, je me signale comme étant ou ayant cette habilité. Mais ensuite, cette habilité, effectivement, je vais la monétiser par ailleurs. Donc, je te rejoins complètement sur ça. Alors, il nous reste, je fais mes petits calculs, il nous reste 5 minutes de questions. Je pense qu'on peut demander un peu de grab, non? Parce qu'on a commencé un peu tard, donc on a commencé un peu tard. On a commencé 5 minutes plus tard. Est-ce qu'il y a une question ou deux aux intervenantes? Vous avez le droit de vous exprimer, hein, profitez-en. Hein. Olivier, ouais, il y a une question ici. Olivier Aubert. Oui, bonjour. Merci pour cette table ronde qui était intéressante. Je voudrais revenir un peu au début à propos de cette histoire d'exploitation du travail et savoir dans quelle mesure on ne pourrait pas... Alors c'est quelque chose aussi qui est utilisé par justement les entreprises pour défendre leur appropriation, mais est-ce que ce n'est pas une valorisation d'un travail qui était jusque-là un déchet ou caché? Je vais faire une analogie rapide avec les trottoirs, enfin les travaux qui se font en ce moment sur utiliser l'énergie de marche des piétons pour faire bouger des petites dynamos pour générer l'électricité. Donc avant, l'énergie de cette marche-là, elle était utilisée uniquement par le piéton. Après, on peut chercher à valoriser. Ben, si on refait le parallèle avec le travail invisible, des likes, des choses comme ça, ou même en cartographie, il y a des personnes qui avant faisaient, on trouve des superbes dans des archives, on trouve des superbes archives cartographiques qui étaient personnelles. Les gens faisaient leur propre cartographie, mais la diffusion restait très limitée. Et donc à ce moment-là, la valorisation de ce travail-là, ce n'est pas une exploitation, c'est juste une valorisation et une diffusion plus large de ce travail. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ce regard peut changer un peu quand même la perception des choses. Vaste question, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Les cartographies faites dans son coin et marcher sur les trottoirs, parce qu'il y a d'un côté, on va aller du côté des sciences participatives et des sciences citoyennes. C'est l'essence même des sciences. Et donc c'est une très vieille histoire où on a, par exemple, profité du fait que des gens ramassaient des feuilles et faisaient des herbiers pour fabriquer la botanique ou regarder des étoiles. Aujourd'hui, les exoplanètes sont plus trouvées par des amateurs que par les professionnels, parce que les professionnels n'ont plus d'argent pour faire ça, ni de temps, et c'est les amateurs qui le font, parce qu'ils ont par contre des équipements moins chers. Valorisation, c'est tout le point. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle valorisation? Valorisation dans le domaine des communs, c'est pas valorisation pour Facebook ou Google, par exemple. Et captation et exploitation et valorisation, captation et exploitation sont des formes de valorisation, simplement le circuit de la valeur n'est pas le même. Donc si, tout ça mais le cœur, vraiment, c'est auprès de qui on valorise, comment, dans quel terme, sous quel terme, et en l'organisant comment. Comment cette valeur même est négociée, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que je suis conscience que ce que je fais, c'est de produire... Il y a un cas passionnant, c'est les données qui sont produites par les malades, par exemple. Il y a beaucoup d'associations de malades qui, depuis très longtemps, produisent leurs propres données. Et si on suit un peu les circuits de valorisation de ça, Madeleine Acriche, assez récemment, a montré, dans certains cas, c'est un cas qu'elle connaît bien depuis très longtemps, que ça s'arrête souvent au portail de la revue scientifique, où très peu de papiers sont co-signés, par exemple, par des patients,
alors même qu'ils ont été au cœur, ou des associations de patients qui ont été au cœur de la production des données et même de la connaissance. Donc, c'est la piste, évidemment, c'est cette piste-là de la valorisation qui est intéressante à suivre, mais jusqu'où, sur quelle scène et dans quel domaine est-ce que c'est valorisé, c'est là que le bas blesse en général. Bon, le coup des trottoirs, c'est très compliqué, c'est-à-dire que Sidewalk, d'ailleurs, c'est le nom de la société que Google a installée pour transformer la ville. Si le trottoir reste le même complètement avec la façon de marcher et reste complètement la même, ok, mais c'est rarement le cas, et c'est même jamais le cas. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé marché, ce qu'on croyait être marché, devient plus la même chose pour que ça devienne valorisé en général. Enfin, à ma connaissance, je ne vois aucun système où on a simplement réutilisé quelque chose qu'on n'a pas demandé, auquel on n'a pas demandé des forts ajustements pour que ça soit valorisé effectivement. On va devoir arrêter, mais Raphaël voulait réagir sur un dernier point, peut-être Lionel ou Marion également. Il y a quand même quelque chose qu'on observe un peu avec une forme de constante, c'est que la valeur qui va être co-créée avec l'usager est rarement distribuée de façon équitable. C'est-à-dire que, je prends juste un exemple, il y a bien longtemps, quand on allait voir des concerts, en fait, on achetait un ticket en papier, puis on payait une valeur faciale, puis on allait au concert. Puis un jour, on a désintermédié ce marché, puis on nous a demandé d'imprimer chez soi en fait ce ticket-là. Donc on a supporté un coût en dehors du coût facial, et le coût n'a pas forcément diminué dans les proportions de l'économie qui était générée en fait. Comme si l'intermédiaire digitique en fait capturait un peu une grande partie de la valeur qui était co-créée avec le consommateur. Et quand même, Cassie le documente relativement bien, mais très souvent en fait dans ces systèmes-là, on met l'usager à contribution sans qu'il récupère véritablement en fait une valeur qui contribue à créer. Alors évidemment, beaucoup diront oui, mais tu vois, désormais c'est gratuit, donc c'est normal que. Mais néanmoins, quoi, il y a plein d'endroits comme ça où on voit bien que ce partage de la valeur, il se fait pas forcément de façon très symétrique. Alors très vite. Alors c'est très intéressant ce que vous posez comme question. Je vous prends juste un autre exemple qui moi m'avait beaucoup frappé. On connaît tous les CAPTCHA sur Internet, donc le fait pour pouvoir s'identifier, de rentrer des lettres qui sont déformées, etc. C'est Google en fait qui a mis en place cette solution. Et pendant très longtemps, Google s'est servi de cette petite opération pour en fait corriger la reconnaissance optique de caractère des livres qu'il numérisait dans son programme Google Books. Donc là, on pourrait se dire, bon, finalement, il nous fait travailler, donc c'est l'exemple même d'un digital labor. Ça sert plutôt une bonne cause parce que ça va rendre plus lisibles des livres que lui en plus met en accès gratuit. Donc bon, disons que voilà. Donc là, on ne serait pas dans de l'exploitation. Et puis récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais les CAPTCHA se sont transformés, c'est devenu des images. Et maintenant, Google nous demande de dire reconnais là où il y a une voiture, reconnais là où il y a une maison, reconnais là où il y a un arbre. Et puis récemment, on a appris que ces opérations-là servaient à des intelligences artificielles qui font de la reconnaissance d'objets. Et on a appris que Google avait aussi un partenariat avec l'armée américaine parce que ces intelligences artificielles-là vont servir à équiper des drones pour leur permettre de faire de l'acquisition de cibles. Et alors là, vous voyez, là, ça pose quand même une question. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je n'ai aucune conscience qu'en reconnaissant qu'il y a une maison sur l'image, je suis en train d'entraîner une intelligence artificielle qui va peut-être détruire une maison au Moyen-Orient avec un drone qui va lâcher un missile. Et là, du coup, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais les employés même de Google en interne se sont opposés à ça en disant à Google qu'il fallait qu'ils cessent ce partenariat-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je déteste la phrase « tout travail mérite salaire » parce que en plus c'est complètement faux. Et bon, moi, voilà. Je n'aime pas du tout d'ailleurs l'idée que tout travail nécessiterait forcément un retour à l'individu de la valeur créée. Ça peut être extrêmement dangereux de réfléchir comme ça. Par contre, moi je pense que tout travail mérite participation au pouvoir de décision. Et que si les individus sont mis au travail pour reconnaître des images, et ils devraient être en mesure de décider qu'ils ne veulent pas participer à l'entraînement d'engins de guerre. Sauf que ça, vous voyez, ça par contre, Google ne nous donnera jamais ce pouvoir, quoi. Donc je pense que c'est très délicat comme question et ça pose un vrai problème de gouvernance, en fait, quoi. Quand des données sont produites, on devrait avoir un mot sur la gouvernance de l'usage. De la nécessité presque politique de s'intéresser aux médiations pour reconstruire un réseau de traçabilité en fait, et de responsabilité sur lequel peut-être bâtit la confiance. Merci à tous, on doit libérer la salle, n'hésitez pas à
réquisitionner nos intervenanteux. Si vous avez d'autres questions à leur poser, on s'en va rapidement. Merci beaucoup.